Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryobix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour pronostiquer l'intégralité de la Gold Cup 2025. Et oui, qui dit été dit compétition internationale et cet été nous avons la Coupe du Monde des clubs dont j'ai déjà sorti une vidéo et la Gold Cup 2025 qui se déroulera sur la côte ouest des États-Unis opposée à la côte est pour la Coupe du Monde des clubs. Et bien sans plus attendre, commençons avec le groupe A avec d'abord le Mexique, les champions en titre d'Amérique du Nord, qui contient une grande présence de vétérans dans son effectif, notamment le très célèbre Guillermo Ochoa qui joue à AVS au Portugal, mais aussi Jesus Gallardo à Toluca dans le championnat local, et enfin Raúl Jiménez qui joue dans le club anglais de Fulham. Même si c'est pas l'équipe A pure, le Mexique reste largement les favoris. La deuxième équipe de cette poule, nous avons le Costa Rica, qui s'est énormément rajeuni, que ce soit au niveau de l'âge et de l'expérience, mais qui peut toujours compter sur des joueurs emblématiques de la sélection. Je pense à Keylor Navas avec 115 sélections et Francisco Calva avec 105 sélections. Mais du coup, ils vont aussi compter sur des joueurs au profil assez intéressant. Je pense à Jayland Mitchell qui joue au Feyenoord ou à Warren Madrigal qui joue à Valence. Donc malgré tout, une équipe qui va quand même essayer d'être présente dans cette compétition. La troisième équipe, c'est le Suriname qui joue sa deuxième Gold Cup en 4 ans après celle de 2021. Donc une sorte d'âge d'or du pays et c'est pour le mieux. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, notamment Abena, qui évolue au Spartak de Moscou, ou encore Kerk, qui évolue à Antwerp en Belgique. Même s'il y a beaucoup de joueurs à l'étranger, notamment en Europe, il n'y en a pas vraiment qui jouent dans un club majeur, et la plupart de ces joueurs n'ont pas beaucoup d'expérience en sélection. Donc à voir ce que cette équipe va pouvoir réaliser dans cette compétition. La dernière équipe de ce groupe A, c'est la République dominicaine, qui est néophyte de la compétition, donc leur première compétition internationale, félicitations à eux. Et comme le Suriname, ont beaucoup de joueurs à l'étranger, surtout en Europe de l'Ouest. Malgré tout, il y a quand même deux joueurs que je trouve intéressants à suivre. Ce sera Junior Firpo, qui a joué 32 matchs à Leeds United cette saison, donc deuxième division anglaise, c'est quand même très très bien. Et enfin, Pablo Rosario, qui a joué 29 matchs avec Nice cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Europa League. Le classement final de cette poule, selon moi, bah déjà le Mexique en tête, je pense que ça ne surprendra personne. Champion d'Amérique du Nord en titre, futur pays hôte de la Coupe du Monde l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, ils vont être devant 99% du temps. Les néophytes de la République dominicaine devraient être derniers. Je pense qu'ils vont surtout prendre cette occasion pour attraper un peu d'expérience internationale pour se préparer pour une prochaine fois. Ça va être très difficile pour eux pour une première participation. Le Suriname a les moyens de rivaliser avec le Costa Rica à l'heure actuelle et d'aller espérer une petite surprise pour aller en quart de finale. Et ce serait intéressant à voir, mais je pense que le Costa Rica va toujours profiter un peu de l'expérience de ces quelques cadors pour prendre le devant sur deux pays qui n'ont pas beaucoup d'histoire en Gold Cup. Donc malgré peut-être quelques difficultés, le Costa Rica devrait être capable d'aller chercher une qualification en quart de finale, même à la deuxième place. Dans le groupe B, nous retrouvons Canada qui, comme le Mexique, sera un futur pays hôte de la Coupe du Monde et qui, contrairement au Mexique et aux États-Unis, va aligner l'équipe A, à l'exception notable d'Alfonso Davies, qui lui va jouer sur la côte Est, la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern de Munich. Mais du coup, comme c'est le seul absent, ça veut dire qu'on va avoir pas mal de joueurs importants qui vont pouvoir tirer la sélection vers le haut pour aller peut-être chercher un titre continental dans cette dernière préparation majeure avant la future Coupe du Monde à domicile. On va noter Jonathan David qui a joué à Lille, Sail Larin à Majorque, Eustachio au FC Porto ou encore Osorio à Toronto localement. Le premier obstacle des Canadiens dans cette compétition, ce sera le Honduras. Honduras qui, j'ai envie de nommer Olympia FC concrètement parce que le tiers de la sélection vient juste du club local d'Olympia.
Les rares joueurs à l'étranger, en tout cas les plus notables que je vais mentionner, Anthony Lozano qui joue à Santos Laguna au Mexique, Romel Kyoto à Al Arabi en Arabie Saoudite, ou encore Luis Palma à l'Olympiakos en Grèce. Voilà, des profils que je peux mentionner à l'international. Mais ces profils ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup joué cette saison dans leur club respectif. Donc, ils ont l'expérience internationale, mais pas beaucoup. Donc, est-ce qu'ils vont forcément contribuer? Bon, on le saura bientôt. Dans cette poule, on a également les rivaux, les voisins du sud du Honduras, le Salvador, une équipe très âgée, voire peut-être la plus âgée. Je n'ai pas vérifié l'information, mais ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Ils ont quand même malgré tout plusieurs joueurs d'expérience, du coup, qui viennent surtout du championnat local. Donc on va mentionner au niveau des défenseurs Alexander Larin, qui joue à Aguilla, Roberto Dominguez à Metapan, Brian Tamakas au FAS. Même, je vais même mentionner un milieu, Darwin Seren, qui joue également à Aguilla. Donc une équipe à peu près du niveau du Honduras, ça va pouvoir jouer très sévère pour la deuxième place. La dernière équipe, c'est une équipe caribéenne, le Dom-Tom néerlandais de Curaçao. Une équipe qui s'exporte beaucoup, même si c'est surtout aux Pays-Bas, donc la métropole. Et d'ailleurs, petite particularité de cette sélection, il n'y a aucun joueur qui joue dans le championnat local. Et malgré tout, l'ensemble de la sélection sont des joueurs qui ont très peu de temps de jeu cette saison. Donc à voir si ça va pas leur peser. Le pronostic, eh ben, en tête le Canada, hein, c'est de loin sur le papier la meilleure équipe, celle qui a les joueurs les mieux placés dans les grands championnats européens et qui est motivée justement à l'idée de préparer, d'avoir cette dernière expérience majeure avant la Coupe du Monde à domicile. Donc clairement, c'est une équipe qui va vraiment se donner à 200%. En dernière position, je vois bien Curaçao, hein, une équipe qui est toujours sympa à voir jouer en Gold Cup, mais le manque de jeu de ces joueurs dans cette saison va probablement leur peser. Ce qui nous laisse Salvador-Honduras pour un très beau derby pour cette deuxième place. Très serré, mais je pense qu'à la fin, ce sera le Salvador qui profitera clairement, peut-être à la différence de but, d'une qualification en quart aux côtés du Canada. Dans le groupe C, nous avons le Panama, une équipe qui s'exporte de plus en plus et qui en profite bien, hein. Je vais nommer José Cordoba, qui a joué 26 matchs avec Norwich City cette saison, donc un club de championship, ce qui est quand même très très bien, on va pas se mentir. Ou encore Michael Murillo, 30 matchs avec Marseille cette saison, et même Hannibal Godoy qui a joué 16 matchs avec San Diego en cette année 2025. Et encore, je ne compte pas les quelques joueurs qui jouent en Amérique du Sud dans des clubs assez sympas. Donc ouais, le Panama commence à avoir un petit profil très intéressant en Amérique du Nord. Ils vont devoir affronter une très belle équipe de Jamaïque. D'ailleurs, dédicace aux fans de F1 qui me regardent parce que le coach de la Jamaïque s'appelle Steve McLaren. Donc ouais, si vous aimez l'écurie McLaren, votez pour la Jamaïque pour la Gold Cup, hein, parce que c'est McLaren qui les aide directement. Bon allez, fin de la blague. La Jamaïque est une équipe qui devient de plus en plus forte au fil des années parce qu'ils profitent de leur magnifique vivier de binationaux qui évolue très majoritairement en Angleterre. Et oui, jouer en Angleterre, ça aide beaucoup. Je pense à Cordova Reid qui joue à Leicester, à Antonio à West Ham, Bailey à Aston Villa ou Pimok à Brentford. La Jamaïque est vraiment une équipe qui se rapproche de ce statut de candidat, de favori peut-être même un jour pour aller chercher le titre. En troisième, nous avons le Guatemala, une équipe qui est très très locale. Il y a très peu d'internationaux, enfin plutôt de joueurs à l'étranger dans cette sélection. D'ailleurs, le seul joueur notable à l'étranger, c'est Aaron Herrera, qui a fait 12 matchs avec Washington, enfin plutôt DC United, pardon, cette saison en MLS pour le moment. Pas grand chose de plus à noter, donc passons directement à la Guadeloupe. Et oui, Cocorico, encore une fois, la France est représentée via un de ses dom-toms dans cette compétition. Je vous souhaite le meilleur pour la compète, mes chers Guadeloupéens. Mais avant tout, parlons de votre équipe. Eh ben, j'ai envie de mentionner des joueurs qui m'ont amusé sur leur profil, hein. Donc Santini, qui joue à Martigues, Julien à Montpellier, Masson à Saint-Etienne ou Ambrose à Kortrijk.
Pourquoi donc je parle de ces joueurs? C'est parce que en fait Guadeloupe réunit pas mal de joueurs qui ont joué dans des clubs qui ont été relégués, donc une saison plutôt cauchemardesque pour pas mal de joueurs de la sélection, qui vont donc voir cette Gold Cup comme une façon de se rattraper et de finir la saison sur une note positive. Et après une relégation, bah les joueurs en ont bien besoin pour le mental, de se sauver avec une Gold Cup. Mais du coup, à l'inverse, on a aussi des profils très intéressants. Je vais quand même noter Anthony Baron qui joue au Servette FC, un club plutôt bon en Suisse à l'heure actuelle, ou Junior Senville qui a joué avec Dunkerque, un club qui donc voulait aller voir le maintien en Ligue 1. Le classement final, eh ben, Jamaïque avec le vivier anglais devrait, peut-être pas forcément facilement, mais a clairement les moyens d'aller chercher cette première place, suivi d'un Panama qui commence à être très solide aussi. Et du coup, les deux derniers, ce serait le Guatemala et la Guadeloupe. Qui finirait troisième? Honnêtement, je pense que les deux se tapent. Mais je vais être méchant et je vais mettre mes compatriotes guadeloupéens en dernière position. Je suis désolé, mais déjà si vous passez, déjà si vous finissez troisième avec une poule avec Panama et Jamaïque, je pense que ce sera très très bien. Ces deux pays commencent vraiment à devenir assez intéressants hein, sur l'échelle continentale. Nous avons enfin le dernier groupe, le groupe D, et on commence avec les États-Unis, le pays hôte, et qui est quand même un pays hôte en forme très difficile. Hein. Ils sont sur 4 défaites d'affilée, une première depuis 2007 ou 2008. Ça fait très mal. Et du coup, pour cette dernière avant la Coupe du Monde concrètement, nous avons un mix de vétérans et de pépites assez sympa. Hein. Matt Turner et Chris Richards qui sont à Crystal Palace, le capitaine Tim Rim qui joue au Charlotte FC au championnat local, on a Brendan Aronson à Leeds United, Johnny Cardozo au Real Betis ou Malik Tillman au PSV Eindhoven. Pour les défenseurs, on a aussi beaucoup de joueurs issus du championnat local, donc c'est un mix entre se préparer et aussi entraîner ses joueurs avant la dernière compétition ultime, la Coupe du Monde sur son sol. On a Haïti qui est pas trop sexy sur le papier, mais qui se base quand même sur des joueurs d'expérience. Hein. Je pense à Johnny Placide, capitaine qui joue à Bastia, Carlens Arcus à Angers, Ricardo Ade à Quito en Équateur ou Franzi Piero à Athènes. Clairement, le but c'est simple, de retrouver des playoffs pour la première fois depuis 2019. Je note aussi Fafa Pico qui joue avec Haïti malgré le fait que Miami est en Coupe du Monde. Hein. Et oui, c'est un joueur de Miami qui ne joue pas avec son club pour la Coupe du Monde des clubs. Voilà, je voulais mentionner ce fait, c'est la seule exemple que j'ai trouvé dans cette compétition. Trinité et Tobago, un autre club, plutôt une autre sélection des Caraïbes, pardon, qui se sont qualifiés récemment pour le prochain tour de la Coupe du Monde, enfin des qualifs de la Coupe du Monde, et qui se base également sur pas mal de vétérans, genre le gardien Marvin Phillips, qui joue au Port d'Espagne, donc c'est un nom de club à Trinité et Tobago. Le défenseur Joevin Jones, qui joue au Police Football Club, et oui, ça existe. Je pense aussi au milieu André Rampersad qui joue à Halifax au Canada et Stephen Yites à York également au Canada. Mais aussi la présence de quelques jeunes sympas, notamment Rio Cardines qui est un jeune de 19 ans à Crystal Palace. Nous avons enfin l'Arabie Saoudite. Et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh ben ils ont été invités par la CONCACAF. Donc nous aurons l'Arabie Saoudite à la Gold Cup après le Qatar les deux dernières éditions. Le roster d'Hervé Renard est parmi les favoris de la compétition et ce n'est même pas surprenant vu que en dehors des quelques joueurs d'Al Hilal qui ont joué les qualifs pour la Coupe du Monde récemment et qui ont été libérés pour venir dans le club pour la Coupe du Monde des clubs, en fait on a l'équipe A du pays concrètement. Donc presque l'équipe qui a été en 2022 qui a battu l'Argentine. Et la plupart des joueurs jouent en Saudi Pro League, donc la meilleure ligue ou une des meilleures ligues d'Asie. Donc ouais, ça va être vraiment des grands joueurs asiatiques qui vont aller se frotter à l'élite nord-américaine. Et mon classement sera le suivant, les invités vont finir à la première place de ce groupe, concrètement. Les États-Unis vont finir deuxième place, hein, pays hôte oblige, et Trinité et Tobago seront troisième et Haïti fermera la marche. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir aller chercher les drapeaux des autres, hein, concrètement. Donc je reprends juste dans l'ordre que je les avais nommés afin de pouvoir passer au quart de finale. Et nous allons nous retrouver ici. Alors, du coup, en fonction de ce que j'ai mis, ça veut dire que le premier quart de finale, nous aurons
Le Mexique qui jouera contre les États-Unis. Voilà. Parce que c'est le premier du groupe A contre le deuxième du groupe B. D, pardon. Ensuite, nous aurons la Jamaïque qui jouera contre le Honduras. Nous aurons ensuite l'Arabie Saoudite qui affrontera le Costa Rica. Et enfin, nous aurons le Canada. Le Canada qui va aller frotter le Panama. Et ça me paraît très bien. Alors, commençons par les premiers match-up. Ne perdons pas plus de temps qu'il n'en faut. Le Mexique. Bon, pas contre les États-Unis, ça va être un très très gros match-up. Et je pense que les Mexicains vont aller s'imposer contre les États-Unis. Donc le pays hôte va quitter la compétition assez tôt par rapport à son statut. Assez marrant. La Jamaïque devrait pouvoir sortir sans gros problème le Honduras, je n'ai aucun doute là-dessus. Arabie Saoudite, Costa Rica, pour moi c'est un no match. L'Arabie Saoudite va taper les Costa Ricains de Keylor Navas sans grand souci. Et enfin, le Canada devrait se débarrasser du Panama assez facilement. En demi-finale, les Mexicains devraient passer genre un petit 2-1 contre le Jamaïque, ça me surprendrait pas. La Jamaïque qui progresse mais qui n'est pas encore assez bonne pour pouvoir s'imposer. Et l'Arabie Saoudite devrait atteindre la finale en se débarrassant des Canadiens. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur. Ah non, c'est bon en fait. Et le Mexique devrait s'imposer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et de toute façon, c'est très simple, hein. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, partagez la vidéo, etc. Je vous souhaite un bon été si vous regardez la Gold Cup, et même si vous ne la regardez pas, je vous souhaite un bon été quand même. Et je vous dis à la prochaine!